Du sport arrive en renfort. Ça va brasser fort, t'es mieux pas être en retard. Alright, c'est bon, yeah! Veux-tu savoir le score? Les mêlées du sport sont les juges de ligne le soir. Avec les boys, on a fait 1 heure de podcast environ. On aurait pu facilement faire 2 heures d'entrevue avec nos deux invités, Pat Friolet, Marc-André Perrault, un de RDS puis un de TVA Sport. Dans tes dents, Guillaume Lepage, parce que c'est vrai que nous autres aussi, au Mêlée du Sport, on est capable d'avoir des boys des deux réseaux. C'était le fun, les conversations qu'on a eues, entre autres, sur l'espèce de bulle que les journalistes doivent percer pour rentrer dans l'environnement d'une équipe de hockey. Moi, j'ai trouvé ça sharp, c'était spécial. Là, d'ailleurs, on a parlé à Marc-André qui suit le Canadien encore aujourd'hui. Pat l'a fait longtemps avec l'Impact. C'est-tu quelque chose qui vous ferait triper, ça, de suivre une équipe de hockey comme ça, puis d'embarquer dans ce beat-là? Seriez-vous capable? Ben, c'est sûr que c'est intéressant. Moi, je me suis toujours demandé comment ça se passait suivre une équipe. Là, puis des fois, là, tu ne suis pas vraiment si t'es la fin de semaine ou t'es la semaine, puis avec le changement d'heure, mais tu es directement dans une autre zone. Là, puis je trouvais ça vraiment intéressant de qu'est-ce qu'ils se racontaient, puis ils se rejoignaient beaucoup à plusieurs places. Puis ils ont plusieurs anecdotes, là, des racontables, des moins racontables. Mais l'affaire qui était cool aussi qu'on a pu voir, c'est que même s'ils travaillent pour des réseaux différents, tu sais, comme puis c'est pas juste eux, là, si je pourrais inclure tous les autres journalistes, là, pas mal, là, c'est comme c'est une grande famille, là, tu sais, ça s'entraide tout le temps, parce que c'est pas facile, justement, comme Chap disait, c'est des horaires assez atypiques, là, puis faut que tu es toujours sur la go, puis il faut que tu aies toujours, dans leur cas, les meilleures images possibles, là, fait que c'est cool de voir comment que ça s'aide tout le temps. Puis regarde, les deux ils ont accepté d'être là en plus en même temps à soir pour nous autres. Là, fait que c'était parfait. Comme Hugo il disait, là, c'était cool de le voir qu'il s'entraidait aussi, même pendant les entrevues puis tout ça. Là, fait que c'était cool. Ouais, entre réseaux, c'est comme une belle grosse gang de patinets, hein, mon Hugo? Parce qu'on a appris, nous, après l'entrevue, que c'était le surnom de DJ Fontana. Alors, mesdames et messieurs, lorsque vous irez au PAL et que vous verrez Hugo, vous l'appellerez tous patinet, avec un peu trop d'attitude, et on verra ce que ça va donner. Fait qu'écoutez, on va avoir bien du fun à jaser avec nos deux invités d'aujourd'hui. 1 heure de jasage de tout puis de rien, de sport, de bulle. Est-ce que le Canadien va aller loin en série? On s'est promené là-dedans aussi. On a parlé aussi du début du métier de journaliste, quand ils ont commencé, entre autres. Comment c'est pas tout le temps évident de percer, puis d'avoir cette coche-là de plus, puis de rendre compte que t'es rendu dans la Ligue majeure, puis t'es rendu avec les pros, puis t'es rendu dans le vestiaire avec le micro dans la face des joueurs. Alors, comment est-ce qu'ils ont vécu ces expériences-là? Puis on a le droit aussi à des anecdotes des premières fois qui n'ont pas tout le temps bien été, des premières entrevues où on a vu des parties qui n'étaient pas prévues, d'autres entrevues des fois où il y a des sprinklers qui sont partis, des affaires, bref. 1 heure de plaisir avec nos deux invités d'aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 des Mêlées du Sport avec nos deux invités de ce matin. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous avez manqué les autres, le numéro 1, 2, 3, 4, on parle de hockey, on parle de balle, on parle de curling, on parle de UFC. Allez faire un tour sur notre chaîne YouTube, entre autres, où vous pouvez nous suivre aussi sur les différentes plateformes, entre autres Spotify là-dessus. Fait que partagez, likez, aimez, donnez-nous vos commentaires. Et voici l'épisode numéro 5 des Mêlées du Sport. Fait que Guillaume Lepage n'a pas se vanter d'être la seule personne à être en mesure d'avoir 2 personnalités de 2 médias de sport différents au Québec réunis sur la même plateforme. Excusez-nous, mais les Mêlées du Sport ont réussi à le faire avec nos deux invités d'aujourd'hui. Pat Friolet d'RDS est là. Salut Pat. Salut les boys. Salut. Marc-André Perrault aussi est là de TVA Sport. Salut. Salut tout le monde. Salut Perrault. Les boys, c'est le fun de vous avoir réunis ensemble aujourd'hui pour jaser de tout puis de rien, puis de jaser de sport en général. Puis s'il y a bien des personnes qui sont capables de parler de sport, de tous les volets du sport, c'est bien vous deux. Avant de tomber dans vos jobs, puis vos vies, puis votre beat qui est assez particulier, on se le cachera pas, on va se retransporter au pêle-mêle. Tous nos invités depuis le début du podcast, que ce soit Jean-Gabriel, que ce soit Mario, que tout le monde a un lien avec le pêle-mêle. Si je vous disais votre souvenir à Pat, à Marc-André Perrault, des moments que vous avez passés au pêle-mêle, ça vous fait penser à quoi? Je me souviens plus de rien. Souvent, c'est ça, hein? Non, mais il y a eu quelques... Mais ça, c'est bien la place qu'on peut prendre de la bière, là? Oui, ça a l'air que oui, il y en a un peu. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Ouais, non, des belles soirées, belles places. Tu sais,
des places de même là, pour écouter du sport, il n'y en a pas tant que ça. Fait que je vais te dire, moi, j'ai vraiment des beaux souvenirs. C'est petit, le monde est le fun. C'est ça. Il s'arrête là. Il a fait comme dans les bars, il est 3 heures, on ferme. Je vais sauver Marc-André, je vais prendre la balle au bon si tu veux. Merci. Écoute, moi, en fait, il faut savoir que Hugo, c'est un de mes amis depuis 20 ans. On s'est connus au cégep. Donc, quand j'ai su qu'il déménageait à Gatineau, moi, je couvrais. Non, je couvrais souvent les sénateurs, les matchs des sénateurs, que ce soit contre le Canadien ou contre d'autres équipes. Donc, des fois, j'arrivais la veille, puis le match était le lendemain. Donc là, il me disait, hey, on va manger, je vais t'amener au pêle-mêle, une place que je connais qui est vraiment cool. Puis finalement, quand je suis débarqué là, mais là, j'ai rencontré Chap, justement. Puis je me rappelle encore de la première soirée, il y avait une game du Canadien, justement, qui jouait. Donc, les gens trouvaient ça un peu spécial. Je voyais des regards, t'es comme, qu'est-ce qu'il fait là? T'sais, le Canadien joue, puis il est pas supposé être là en train de regarder le game dans un bar. Fait que, finalement, un nacho, qui est très bon d'ailleurs, et quelques bières, puis finalement, une belle soirée. Donc, ça me mettait un peu dans l'ambiance Gatineau, Ottawa, avant d'aller travailler le lendemain. T'es tellement plus professionnel que moi, Pat, là, dans tes réponses. Mais moi, je pense que c'est Chap qu'on se connaissait avant. C'est petit, Chap, on se connaissait avant. Ouais, ça fait un bout qu'on se connaît, moi puis toi. Là. On avait des amis en commun. Là. C'est ça. Puis, même avant même le pêle-mêle de où est-ce qu'on se connaissait. Puis, emmené dans le vice. Ouais, c'est ça. On s'est tenus là en même temps. Moi, je veux dire que Chap, c'est vraiment un très bon gars. Là. La première fois que je suis rentré là, je me suis senti super bien accueilli pour vrai. Puis c'est cool. C'est une belle place. C'est intime. Puis ça manque, ce genre de place-là. On dirait que des fois, c'est trop gros, là, mais là, c'est petit, c'est le fun, c'est cosy. Puis on va là, on regarde une game, on a du fun avec nos chums. Puis tout le monde est tellement sympathique. Ça fait penser là, au Roberts à Nashville. Je sais pas si tu connais ça, Pat. Là. Oui. C'est vrai. C'est espace très, comme vraiment pas, présentement, ça doit pas être l'idéal, là, mais c'est vraiment petit, puis c'est jam-pack, puis le monde a soif. C'est ça qui est fun. On dirait que tout le monde fit au pile. Tu peux beau arriver en veston, cravate, après une journée de travail, relax, puis t'as beau arriver avec tes bottes de construction un peu sales. Si t'es dans l'état d'esprit du pile-mile, tu vas avoir une belle soirée, c'est sûr, mais... Même mon chum Renaud Lavoie en t-shirt, lui... Écoute, pipé comme jamais, c'est sûr que ça... vous avez approché les boys, tu parlais des nachos, Pat, tantôt, qui étaient bons. Vous êtes des gars qui sont souvent sur la route, qui viennent manger souvent du fast-food. Si je vous demandais de créer votre trio parfait, mettons, au pile-mile, coupe de, mettons, le snack Pat Friolet, puis le combo Marc-André Perrault, ça serait quoi? Ça ressemblerait à quoi? Écoute, pour garder une game de hockey, c'est sûr, des nachos, c'est tout le temps un must. Des ailes de poulet aussi. Je pense honnêtement que ça serait peut-être ça. Mon trio, est-ce que ça inclut la bière? Ou ça la bière peut compter comme un trio. C'est ça, la bière complète le trio. Je pense des nachos, on y va en ligne, nachos, ailes de poulet. Je suis un gars qui mange bien d'habitude dans la vie, mais là, des fois, on peut se lâcher là sur un peu. C'est vrai. Chap aussi, il mange super bien. Je sais pas si tu veux. Il se lâche avec les autres, qu'est-ce que tu veux. Moi, mon trio parfait, ça serait Chap en chest. Oh! Ça complète le trio, juste ça, c'est le trio. Non, mais la poutine est bonne, la vlimeuse. Ça, des wings, puis tu sais, un bon pichet. Pas le pichet vert, parce que le lendemain, t'as des regrets. Parles-tu en connaissance de cause? Ou... pour vrai, là, ça, je suis pas un brillant dans la vie, mais là-dessus, j'ai toujours fait attention, parce qu'il est bon, le bâtard. Il est traite. Puis c'est sûr que le lendemain, en temps normal, quand on travaille, on est proche. Donc, on est dans ce qu'on appelle un scrum. Donc, on est des journalistes tous autour du candidat principal. Tu sais qu'il y a eu du fun la veille, hein? C'est ça. Tu peux sentir, là. Donc, il faut que tu sois prudent quand même. Ouais, ça, c'est quand on prend pas l'option. Tu sais, des fois, si t'as un morning skate, t'as une option pour les joueurs, des fois. Ouais. Il est en option pour les journalistes aussi. C'est aussi, hein? C'est très rare. C'est très rare que des collègues le mangent. Très, très rare. Ah oui, hein? Il demande des fois, mais... Y a-t-il une place, vous avez parlé de Nashville, c'est le Robert, je pense que vous avez dit, à Nashville. Y a-t-il des places qui sont reconnues quand on est sur la route pour faire le party? Ouais, tu sais, c'est sûr. Ben, pour vrai, Nashville, c'est dans une ligue à part. Tu sais, à Star, t'as Vegas un petit peu, mais tu sais, Nashville, là, c'est... Tu sais, Pat, je sais pas si toi, t'as déjà fait ça, mais... Je suis allé une fois, oui. Ben, tu sais, puis c'est une vibe tellement incroyable. Puis souvent,
les collègues, ou c'est là que la famille ou les amis viennent sur la route, parce que souvent, sur la route, on se retrouve juste les journalistes, mais à Nashville, là, il y en a un qui amène sa femme, il y en a un qui amène son chum, puis c'est... Parce que c'est la place à voir, le party, l'ambiance, la ville. Tu sais, pour vrai, là, je veux dire, oui, comme on s'en parlait tantôt, on n'est pas... On travaille quand même, là, on fait attention, sauf que, comme Pat le disait tantôt avant d'entrer, on a le droit aussi d'avoir du fun, puis ça arrive des fois, puis à Nashville, c'est une belle place d'avoir, pas dans des affaires d'être chaud-mort, là, c'est juste, c'est une... l'ambiance est propice à avoir du fun. Oui, exact. Moi, je me rappelle, Nashville, la seule fois que je suis allé, c'était pour le début de Piquet Souban quand il a été échangé à Nashville. Puis c'était son premier match hors concours avec Nashville à ce moment-là. Puis il y avait quelques journalistes qui étaient là. Je me souviens que mon collègue Arpin Bassou de The Athletic qui était là aussi, puis qui était expérimenté dans l'aspect Nashville. Donc, il m'a donné quelques conseils. Une coupe de cube. Mais là, j'oublie un peu les noms, là, mais il y en a un bar qui est directement en avant de l'aréna. Legends. Oui, le Legend. Tu vois, Marc-André, c'est pas tu vois, tu connais ça. Mais moi, surtout, ce qui m'attirait de Nashville... Il porte vraiment bien son nom, je trouve. Hugo le sait, là, je suis un amateur de musique live. Je veux dire, notre ami Alès Labazie, que je salue, est un grand guitariste, puis c'est mon grand chum depuis 20 ans, puis j'ai toujours trippé là-dessus. J'ai joué de la musique aussi, donc d'arriver dans une place où la musique live, c'est partout, mais là, pour moi, c'était comme incroyable, d'arriver là, de débarquer dans un bar, puis finalement, tu rentres dans une place... Il y a un band qui est là. Ils sont tous bons. Oui, ils sont tous bons, ils sont incroyables. C'est tous des musiciens vraiment incroyables. Puis finalement, dans un autre bar qui s'appelait, je pense, le Honky Tonk. Honky Tonk, oui. Ça, c'est 3 étages. Puis tu rentres dans le premier étage au sol, puis là, tu as un band. Tu montes au deuxième étage, il y a un autre band. La dynamique change complètement. Puis tu arrives au troisième étage, il y a un autre band aussi. Fait que c'est 3 vibes différentes, un peu plus rock, un peu plus country. Ça, j'ai vraiment trouvé ça super cool comme soirée. Puis non, c'est ça, c'était le fun. Honnêtement, passer une couple de jours puis de voir l'ambiance dans la ville, puis tout est tellement proche de l'aréna. C'est facile d'aller là, passer un bon moment, prendre une petite bière. Comme une strip, là, tu sais, c'est une mini-strip. Puis il y a aussi un restaurant, il n'est pas super connu, mais il s'appelle le Acme. Là, puis il y avait, écoute, mais là, c'est plus du blues, jazz. Là, t'as de tout. C'est vraiment une belle place, mais tu sais, je veux dire, Chicago, c'est le fun. New York, tu peux avoir du fun aussi, mais tu sais, juste, disons que c'est Nashville. C'est un cachet particulier. Ouais. Le Pile Mile, on organise souvent des voyages justement de hockey et tout ça, comme on a été à Vegas, on était à Montréal, puis tout avec du monde dans le fond. Ça serait une destination à aller à Nashville, là, dans le fond, c'est ce que vous dites. Là, ça serait je te pose pas de questions. Vous autres, dans le créneau que vous avez, là, tu te poses même pas de questions. Puis j'ai un chum qui l'avait fait en moto. Puis ça se fait, c'est une bonne règle, mais c'est écœurant. C'est un must. Puis, tu sais, là, tu as l'aréna, tu as la strip, l'autre bord de la rivière, tu as le stade de football. Fait que je peux te dire, tu peux te faire une fin de semaine, le fun. Mais on a parlé de la rue, puis des bars, puis tout ça, puis des restaurants, mais dans l'aréna aussi, là, l'ambiance à Nashville, moi, j'avais jamais vu ça. Là, c'est des fans de hockey, parce que c'est surprenant, c'est pas une place où tu penses à hockey à la base. La culture hockey, c'est bien implanté à Nashville. Vraiment, puis si tu imagines le Centre Bell, la section des Rouges, imagine que derrière un des buts, il y a une section complète qu'il y a un stage, puis qu'il y a un band qui est là pendant le match. Donc, à chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu, la musique qu'on entend, c'est pas Madame Bibo, c'est un band qui est là, live, qui fait de la musique. Puis à chaque fois qu'il y a une pause commerciale pour la télé, ben eux autres s'exécutent. Puis à chaque entracte, ils font un show aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment particulier. C'est une signature. Nashville, ça se voit pas nulle part ailleurs. Puis tu sais, au début, quand les Prédateurs sont arrivés à Nashville, il fallait qu'ils mettent les règlements sur le Jumbotron. Ben oui! Mettons, il y avait un sifflet, je ne sais pas moi, un hors-jeu ou un dégagement refusé. Ils mettaient l'explication du règlement. Puis là, tu sais, évidemment, c'est pas compliqué. Là, je veux dire, dans le sport, si tu gagnes, si tu vas avoir du succès, puis l'équipe a commencé à gagner. Puis, tu sais, c'est tellement intense. Puis, mettons, moi, j'ai la chance qu'on diffuse les matchs d'être direct où est-ce qu'il y a la Zamboni. Là, puis là, c'est là qu'il ramasse le gros poisson-chat qui pitch. Le monde, là, tu sais, mettons, il crie... mettons, Price, il se fait scorer. Là, fait que là, il va faire Price. Right, it's all your fault. Your fault. J'adore faire ça. Ah ouais, hein. Ça, c'est une culture hockey qui est moins développée à Montréal, mais aux États-Unis, il y a des endroits où l'intimidation fait partie vraiment de la game. Ah, oui, comme ça.
Mais les boys, avant de vous rendre là, avant d'être dans le beat d'une équipe, puis avant de voyager, comme n'importe quel cul, vous êtes sorti de l'école, vous avez commencé, pour moi-même, travailler un peu dans les médias depuis une couple d'années. Je sais que c'est pas évident de faire sa place, puis de commencer, puis faut aller ailleurs, faut travailler à droite, à gauche, faut accepter des contrats. Qu'est-ce qui a été le plus gros défi? Là où vous avez vraiment réalisé que vous veniez de prendre le step qui était comme la nouvelle coche. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens de ma question. C'est pas évident de différencier les amateurs des professionnels comme vous l'êtes rendu aujourd'hui. Quand est-ce que vous avez réalisé que vous aviez accompli enfin ce step-là? Ben, moi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je me demande... Encore aujourd'hui? Oh, pour moi, ça n'a pas de logique que je sois ici. Je suis juste un gars, je le dis vraiment pas. Je le dis vraiment pas pour me diminuer, là, mais moi, je suis un gars bien normal qui va checker des pratiques de hockey puis qui dit 3-4 niaiseries le soir. Mais c'est ça, mais je suis pas. Moi, je suis un ancien décrocheur, là, fait que je me suis retrouvé là, un petit peu par défaut. Tu rencontres une personne, puis là, moi, j'ai une philosophie dans la vie, c'est quand le train passe, tu le prends. T'sais. Fait que là, t'en prends un autre, puis là t'arrives, puis là, tu te fais offrir le beat du Canadien, puis let's go, tu le fais, tu te poses pas la question, je peux-tu voyager avec 2 enfants, puis tu sais, fait que let's go, puis moi, je le réalise pas encore, pour moi, je veux dire, je sais pas, Pat, comment tu te sens, là, mais moi, ça n'a pas de logique que je fasse ça. T'sais. Mais c'est un privilège, Puis tu sais, c'est sûr que, comme tout le monde, il y a des bonnes journées, il y a des journées plus difficiles, mais après tout ça, on se dit, tu sais, j'ai eu une intervention en direct plus difficile, je perds pas quelqu'un à cœur ouvert. Je sauve pas des vies. Non, c'est ça, tu sais, pour moi, ça a été difficile, puis je peux faire mieux, mais en même temps, ce que je fais, je suis chanceux de le faire, puis honnêtement, pour moi, la paye, là, c'est d'être assis puis de regarder un match ou d'être sur les lignes de côté d'un match. Tu sais, pour moi, tu parlais du plus gros défi. Tu sais, moi, j'ai commencé à RDS en 2003, puis j'avais 20 ans. Puis je sortais du cégep, puis je m'en allais à l'université, mais j'ai eu un stage. Puis finalement, on m'a dit, on t'engage pendant l'été. Puis à ce moment-là, moi, c'était honnêtement, mon travail au début, c'était de rouler le télésuffleur pour le lecteur de nouvelles. Donc, ben, c'est ça, le lecteur de nouvelles, puis il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça. Je pourrais vous en nommer plein à RDS ou peut-être à TVA Sport aussi qui ont commencé. J'ai commencé à RDS, by the way. Oui, c'est vrai. La même affaire que toi, Pat. Exact, même chose. On a tous commencé comme ça. Puis c'est comme une espèce de porte d'entrée. Puis là, par la suite, tu te mets à écrire des textes. Puis là, après ça, éventuellement, on veut tester ta voix, on te fait faire des voix. Puis moi, il faudrait que je vous parle peut-être tantôt là, de ma première expérience de tournage. Ça a été assez coloré. Hugo connaît l'histoire, je vais vous raconter ça. Mais bref, juste pour faire un round-up rapide, moi, ça a été le plus gros premier step. Ça a été quand on m'a confié le beat de l'Impact, que là, c'était en 2009, avant que la MLS arrive. Mais quand la MLS est arrivée, là, ça devenait plus gros. Puis là, moi, je faisais partie de l'équipe de diffusion. J'étais dans l'action, sur les lignes de côté. De suivre l'équipe comme ça, c'était vraiment le fun. Puis évidemment, le parcours en 2016 où ils sont passés à ça, là, de se rendre en finale de la MLS. Ça a été un grand moment pour moi dans ma carrière. Puis, bref, c'est un cheminement comme ça. Puis, comme dit Marc-André, on est vraiment chanceux parce qu'on vit des moments spéciaux. Puis, l'émotion, là, c'est au cœur de tout ça. Fait que c'est sûr que l'émotion, des fois, c'est positif, des fois, c'est plus dur. Mais quand on finit tout ça, on se dit, hey, écoute, c'était le fun. C'est what a ride, comme on dit là, en anglais. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps. La personne m'avait dit qu'est-ce que tu dirais à Marc-André, mettons, à 15 ans? Je disais, man, prépare-toi pour la ride, tu ne créeras jamais à ça. Mais moi, la façon que. Pat, tu m'as fait penser à quelque chose. Moi, la façon que je travaille et que je veux toujours, c'est. Si tu m'entends parler à la télé puis tu viens me parler sur le coin du bar au Pile Mile, je vais être le même gars, je vais te parler de la même façon. Puis, c'est le même que... Je pense que c'est la meilleure technique à utiliser. Tu peux pas mettre une peau d'animateur le jour puis le soir d'être une autre personne. La vie va te rattraper puis à un moment donné, cette peau-là va disparaître. Tu vas perdre. Mais ça prend quand même du temps à trouver ça aussi parce que c'est clair que quand tu commences au début, tu as beau essayer de le faire. Ça devient difficile parce que tu es stressé, tu es nerveux. Fait que tu peux pas être la même personne dès le départ, c'est impossible. Mais à un moment donné, à force de le faire, tu découvres ta couleur, tu découvres qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes moins, puis tu y vas avec ta personnalité, puis à travers tout ça, ben, on est quand même guidé là, par nos patrons, mais tant que les choses vont bien, puis tu continues, à un moment donné, tu prends de l'expérience, puis
moi, j'ai senti un déclic à un moment donné où j'étais en direct, puis je me souviens plus, là, c'était peut-être 2010-2011 dans ces années-là, puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais en train de parler, puis qu'en même temps, je pensais au fait que, OK, ouais, c'est vrai, il faudrait que je parle de ça après, tu sais. Puis là, je me suis dit, attends, après, quand j'ai fini mon intervention, j'ai dit, OK, attends, là, je commence à être à l'aise parce que pendant que je continue à parler, mon cerveau continue à penser puis à dire, ah là, il te reste 30 secondes, tu aurais le temps de parler de ça. Mais ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Puis... Mais ça, c'est une bonne fois, tu sais, ça en prend une première. Et tu as commencé à mettre la table tantôt, Pat, là-dessus. Il faut que tu nous racontes. Et Marc-André, tu auras ta chance aussi. Quand on commence, je me souviens de ma première intervention radio à vie. Mon Dieu, je veux l'effacer de tous les tapes possible et imaginable. Je veux pas que ça se retrouve nulle part. Vous autres, malheureusement, vous faites de la TV. Ça reste un peu plus longtemps. Pat, raconte-moi donc comment ça s'est passé ta première intervention. Écoute, moi, la première fois qu'on m'a envoyé en ondes, en fait, j'avais commencé à faire des reportages, mais juste ma voix, puis on ne me voyait pas devant la caméra. Puis la première fois qu'on m'a dit « OK, là, en fin de semaine, on veut que tu ailles faire un tournage », c'était à Valcourt pour les courses de motoneige. Okay. Donc, évidemment, avec oncle Jacques Villeneuve, qu'on suivait à chaque année, qui avait souvent de gros accidents à chaque année, puis que c'était tout le temps très coloré, évidemment, dans les interventions. Puis finalement, cette fois-là, 2007, je débarque là, un genou. Puis c'est la première opportunité que j'ai de faire des reportages. Puis là, bien évidemment, on va là le vendredi, on fait ce qu'on appelle un feature, donc on parle de lui, puis il se prépare pour le week-end. À ce moment-là, il n'y avait pas toutes les facilités qu'on a pour envoyer en direct. Donc, il fallait retourner à RDS, puis là, on envoyait notre reportage. Mais là, après ça, par la suite, le samedi, on y allait. Puis le samedi matin, avant qu'on arrive, il y a eu un accident. Puis, ou c'était peut-être le vendredi soir, puis il s'est blessé à un genou. Puis finalement, le samedi, il ne pouvait pas faire les courses. Donc là, nous, on va le rencontrer dans sa roulotte. Honnêtement, c'est un souvenir tellement savoureux. Puis tu sais, oncle Jacques Villeneuve, il est tellement sympathique, il est tellement coloré, il est tellement honnête. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi franc devant un micro. Puis finalement, écoute, c'est assez simple. On débarque dans sa roulotte. Puis là, il y a ces gars qui sont en train de réparer son skidoo. Puis là, lui est amoché avec un genou assez gros parce qu'il y a de la glace en dessous. Il y a de la glace par-dessus. Puis là, tout simplement, ce que j'ai dit, c'est... J'ai mis le micro puis j'ai dit, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Donc là, il est parti pendant 3 ou 4 minutes sur une envolée. Il m'a raconté son accident. Fait que là, je suis volé par-dessus les balles de foin. Puis là, j'ai fait des tonneaux. Puis... Fait que là, il nous raconte tout ça, puis écoute, ça avait l'air d'avoir fait mal, pas mal, mais écoute, il était encore top shape, il était encore prêt. Là, il avait dit, s'il y a quelqu'un, là, un médecin des Alouettes ou de l'Impact, là, ou du Canadien, venez me shooter, là, ça ferait du bien, tu sais. Puis, là, le moment cocasse, c'est que mon caméraman qui est avec moi, Pedro, il demande, est-ce que je peux filmer votre genou, tu sais, juste pour montrer l'image qu'il y a le genou amoché. Et là, évidemment, tout le monde, normalement, si je te dis je veux te montrer mon genou et que on va lever notre pantalon, tu sais. Je vais commencer par l'acheter, je vais monter vers le haut, tu sais, tout le monde. Ce qui est normal, oui. Lui a décidé de faire l'inverse, donc commencer vers le haut et descendre, mais il a descendu tout le kit au complet. Donc là, finalement, il s'est retrouvé flambant nous devant nous. Mon caméraman avec la caméra qui tourne la caméra. Écoute, moi, je braille de rire, j'en reviens pas. Et c'est le moment, c'est un moment où là, tu sors de là, ça fait comme 15-20 minutes qu'on est là-dedans. On sort, on se regarde, on dit qu'est-ce qui vient de se passer? Puis tu sais, je l'ai revu plusieurs fois après, puis on en a reparlé avec lui, puis il était tout le temps tellement généreux, tellement drôle, sympathique. Ça a été, tu sais, tu peux pas oublier une première comme ça, c'est impossible. Ça met la place après ça, tu sais, quand tu rentres dans un vestiaire d'équipe de hockey, après ça, t'es plus intimidé de voir des affaires. T'as commencé, toi, direct dedans. C'est ça. Toi, Marc-André, des histoires de pénis lors de ta première... C'est un peu dur à topper comme histoire. Non, mais comment ça s'est passé? Ça te fait tes premières interventions? T'as commencé... t'as pas commencé à RDS, toi, à vrai dire. T'as commencé à avancer pour d'autres réseaux. J'ai commencé à RDS, puis je roulais le télésouffleur avec Chantal direct sur le bureau d'en face. Puis j'étais quand même un peu impressionné. Après ça, j'ai été à Radio-Canada à Terre, dans le nord de l'Ontario. Puis tu sais, on parlait tantôt, Pat, là, au début, tu sais, t'as pas trouvé ta voix, mettons. Là, puis là, je faisais une affaire de, une affaire de township là, qui ont pas de payent pas de taxes, puis ils n'ont pas de service d'incendie, une affaire de tout croche, tu sais. Puis là, j'arrive à la station, puis là,
je me réécoute, là, mais là, je parlais comme un Français de France parce que je m'étais fait dire par le gars qui m'avait trainé, comme fais attention à comment tu parles. Là, je me suis réécouté, j'ai dit fuck that, j'envoie pas ça. Puis là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment parler comme je parle. Puis mes archives de Timmons, là, Tu pas que perdais. je sache, mais ils se sont perdus avec moi quand je suis parti. Oh non! Ah, ça arrive des fois dans le déménagement, Ouais, des affaires. Là, ça... Mais, mettons, une anecdote, là, moi, l'anecdote la plus drôle qui me vient en tête, on s'entend, là, ça topera pas le. On s'entend pas. Mais à un moment donné, je fais les séries de 2017, je pense. Les Jets, ils battent les Prédateurs pour se rendre en finale de l'Ouest contre Vegas. Puis les 2 premières rondes, c'est chaque équipe, c'est le relationniste qui s'occupe des entrevues. Fait que je fais affaire avec le relationniste. Mais à partir du moment qu'il gagne la 2e ronde, fait que même la horn à siffle, là, puis là, pour les entrevues d'après-match, c'est la ligue. Fait que là, moi, je dis au gars, ça me prend Dustin Byfuglien, puis lui, il veut pas faire l'entrevue, il veut jamais. Fait que là, je suis sur le banc. Là, les gars, ils viennent de se féliciter à l'entour du banc. Puis là, je check le PR, ça me prend Byfuglien. Fait que là, il dit, bah, là, il me pointe. Là, il dit, fuck you. Puis là, il se met à dire, fuck toi. Il se met à envoyer chier tout le monde. Tous les journalistes. Là, moi, là, il est vraiment, puis il me regarde, là, puis tout le monde. Puis là, il arrive à côté de moi, il dit, non, je te niaise. Il dit, moi le faire, c'est juste parce que je veux pas qu'il me le redemande, fait que je veux qu'il pense que je suis fâché. Ouais, puis ça reste, ça doit être intimidant quand même, veux pas, là, je veux dire, c'est comme du junior, là, c'est pas les Olympiques de Gatineau, là, ça reste Byfuglien est immense, il ramasse 3 gars. La première année, j'aurais été probablement intimidé, mais là, au début, c'était donc, c'était qui toi, man? Je veux dire, mais c'était juste drôle, tu sais. Souvent, écoute, tu sais, Pat, ça, tu l'as sûrement fait, tu fais une entrevue en anglais, puis là, mettons, tu poses 2 questions au gars, là, tu te dis merci, tu sais, parce qu'il peut s'en aller pendant que toi, tu traduis. Mais là, il faut que ton cerveau, il faut qu'il switch. Puis là, ça, c'est le pire cauchemar parce que si t'es live, tu peux pas te planter. Puis sinon, ben, le gars, il reviendra pas, tu sais. Fait que je fais une entrevue avec Blake Wheeler de même, là, je dis merci. Puis là, je pars, puis je m'enfarge en partant, là. Wheeler serveur, il dit il parle pas français, mais ça sonnait tout croche. Tu veux-tu que j'en revienne? Ouais, là, reviens. Wow! Mais c'est vrai que ça vient. C'est vrai que ça vient angoissant des fois parce que, tu sais, des fois, il y a beaucoup d'actions, il y a du bruit, tu entends plein d'affaires en même temps, il y a quelqu'un qui te parle dans l'oreille, puis là, la personne te répond en anglais, puis là, il faut que tu écoutes, puis au départ, des fois, tu t'écoutes, mais tu n'écoutes pas vraiment. Puis là, à un moment donné, tu te dis, attends, là, il faut que je traduise, moi, là, après. Là, là tu arrives, puis tu peux pas arriver puis dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Là. Les gens ne sont pas stupides. Là. Ils vont dire, ben, attends, c'est pas ça qu'il a dit pantoute. Là. Fait que oui, ça devient difficile parce que c'est, comme dit Marc-André, c'est du live, on est en direct, puis let's go. Est-ce que vous préférez le live au pre-tape? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne se cachera pas, surtout en temps de COVID, le pre-tape est rendu partout. Donc, le pré-enregistrement, préenregistrer une cote, l'envoyer après ça, puis la diffuser. Est-ce que vous préférez? Parce que le live a ces désavantages-là où tu ne peux pas te tromper, mais le pre-tape a l'avantage où tout est liché, tout est beau, tout est... Moi, je suis pourri en pre-tape. Je déteste ça. C'est comme pratiquer au golf, pratiquer au hockey. Moi, quand c'est pas vrai, je déteste ça. Je suis pas bon. Puis, tu sais, moi, ça fait partie un peu de ma façon de travailler. Tu sais, si je me plante ou je fais une erreur, tu sais, c'est arrivé souvent que j'ai fait live, OK, time out, je reprends. Tu le reviens, ouais. Tu sais, ça fait partie un peu du personnage, entre parenthèses, dans le sens que, tu sais, c'est moi ça. Fait que je le reprends, puis that's it. Puis, tu sais, essayer de masquer une erreur, oublie ça. Le monde sont pas caves. Fait que, tu sais, t'es aussi bien de le dire, regarde, j'ai foiré, puis c'est juste drôle, puis regarde, on reprend, puis on s'amuse, tu sais. Fait que, moi, c'est ma façon de travailler. Mais c'est vrai ce qu'a dit Marc-André dans le sens où le côté un peu gamer embarque, tu sais, t'es un compétiteur, puis là, quand t'es live, il y a quelque chose qui te tient. Il y a quelque chose qui te monte vers le haut puis qui te dit « OK, là, tu es en direct, let's go, on est allumé. » Puis ça, là, la majorité des gens dans le milieu vont vous le dire aussi. Quand c'est préenregistré, souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas commencer, puis là, tu vas t'accrocher, puis là, tu te dis « Ben, on peut-tu recommencer? » Parce que
finalement, tu te dis, ben là, je peux recommencer, donc pourquoi pas Aussi bien recommencer le que ça faire. soit parfait. Mais si tu es en direct, tu ne feras pas ça. Là, tu vas accepter que tu as fait une erreur puis tu vas continuer. Puis en même temps, il y a un côté plus naturel qui sort de cette façon-là, je pense. Mais des fois, Moi, quand je on voudrais est en savoir, direct... Attends, bouge pas, il faut juste que je pose cette question-là parce que c'est le timing parfait pour parler de pète. Des fois, en direct, ça arrive que, tu sais, on peut avoir des accidents comme ça. Marc-André et Christy, qu'est-ce qui s'est passé pour le reste? C'est-tu vraiment arrivé en 2018, l'histoire du pet, ou c'est juste un problème de son? On va juste régler ça tout de suite parce que Je peux pas croire qu'un gars comme toi qui a gagné sa vie en travaillant avec des micros, la seule façon que tu peux pogner un micro, c'est si tu as le micro dans le derrière. Je suis entièrement d'accord, mais il faut que je te pose la question. On peut avoir ta version des faits. C'est juste ça, c'était en série. C'est cave, pas vrai, c'est cave. Là. Puis je voudrais pas être à ta place parce que, comme tu dis, c'est impossible que ça arrive. Moi, je veux dire, premièrement, tu sais, breaking news, je pète dans la vie. Là, c'est bon. On a trouvé le sujet du. Je pensais que tu étais un homme parfait. Je veux dire, en fait, je serais imparfait de ne pas le faire parce que ça sentirait en tout cas. Mais je veux dire, c'est parce que j'avais une extinction de voix, puis là, je te dis, je rushais, j'avais de la misère, puis tu sais, des fois, tu parles, puis c'est comme si tu as une demi-seconde, ta voix l'arrête. Fait que là, puis le gars, ben, il filmait, puis il a ajouté un bruit de pète. Arrête! Oreille, là! C'est calme. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait pas, tu sais, t'as pas le choix. C'est sûr que tu t'en es fait parler, là, je veux dire. Ben, c'est sûr, mais tu sais, moi, le pire, là, c'est que je sais pas si t'es là-dedans, si t'es coupable, ben regarde, m'a te fouetté avec le groupe. Tu sais, il y a des stations de radio comme sérieuses qui parlaient de ça, puis comme si c'était, je veux dire, man, tu travailles avec des micros dans la vie, tu devrais le savoir. Mais tu sais, à la limite, pour vrai, moi, je veux dire, j'ai 38 ans, puis je trouve encore ça drôle quand mon fils de 2 ans, il pète, puis lui aussi, Non, mais tu sais, il y a des affaires live comme ça qui arrivent. Toi, c'est une anecdote comme ça qui est pas de ta faute. Tu sais, Luc Gélina, entre autres, avait les rats au Madison Square Garden ou à Boston. À Boston. Pat, as-tu eu des anecdotes live comme ça qui sont arrivées? Tu es sur le bord de terrain, il y a quelque chose qui arrive, c'est un ballon en face. Oui, tu as reçu, je sais pas si tu posais cette question-là en sachant un peu, mais moi, j'ai eu une aventure de sprinkler sur le bord d'un terrain de soccer à Orlando. Puis là, on se préparait, en fait, c'est arrivé juste avant qu'on soit live, mais écoute, c'était, tu sais, les sprinklers sur un terrain de soccer, là, c'est assez puissant. Ça sprink. Oui, ça sprinkle pas mal. Puis, le sprinkler, il est dans le coin, puis on est dans le coin du terrain, puis là, mon caméraman me dit, OK, c'est bon, on se place comme ça, là, on fait des tests, puis on est en direct dans comme 2 minutes après. Puis au moment où il me dit, « Hey Pat, tu pourrais-tu juste te reculer un peu, tu sais? » Fait que là, oui, je me recule. Au moment où je me recule, je vois quelque chose qui sort du terrain, automatique. Puis là, tout à coup, la lance, elle décolle. Mais écoute, j'ai fait un step par en arrière, puis Puis honnêtement, s'il ne m'avait pas demandé de me reculer une seconde avant, je pense que je l'avais directement dans le front. Là, puis c'était assez puissant, ça m'aurait assommé bien raide. Puis oui, ça a été assez spectaculaire. Puis ça, je m'en suis fait parler longtemps après. Puis j'ai eu un autre moment aussi avec le Rocket où Michael McCarron se fait sortir d'un match. Je pense que c'était le dernier match de la saison du Rocket, puis c'était une saison frustrante, la première. Puis il argumente avec un joueur de l'autre côté, puis au moment où il sort, moi je suis juste là entre les deux bancs, puis il donne un coup de poing dans la baie vitrée. Oh non! Mais moi, un peu comme Mohamed Ali avec le rope a dope, je m'en recule. Je vois juste un gros gant qui passe en avant de moi. Puis finalement, après ça, on en a ri. J'en ai reparlé le lendemain, puis il dit, ben là, je vais pas m'excuser, je t'ai pas frappé. OK. Là, ça m'est passé proche quand même. Donc, ouais, c'est drôle. C'est ça, les risques du métier. Le live, quand t'es live, le canon à Columbus, tout le monde s'est déjà fait poigner. J'imagine, hein? Fait que, non, mais c'est ça. Mais c'est comme je disais tantôt, faut que t'en ris, puis faut que tu acceptes ce que tu reçois live, parce que si tu essaies de le cacher ou tu es gêné, ça brise le moment, puis c'est juste plus drôle. T'sais. Moi, je veux savoir, c'est où la paix et place? Vous avez voyagé beaucoup. C'est où la paix et place que vous avez travaillé, ou soit un match de hockey ou football? Vous n'avez pas le droit de dire Guertin. Vous n'avez pas le droit de dire Guertin, OK? Pire arena, c'est Canada, là. Je veux dire. Ouais, hein? Ah ouais? Ah oui. Qu'est-ce qui rend si poche que ça? Je veux dire, en fait... Parce qu'en tant que spectateur, je veux dire, l'aréna, OK, les loges sont pas super belles, les bancs sont telles que telles, mais vous autres, vous avez un autre point de vue que nous autres, on n'a pas. Non, mais c'est juste à l'autre bout du monde. Ouais. Je veux dire, c'est pas friendly pour le travail. Mais là, il y a au Nassau Coliseum
à Long Island pour les C'est ça, j'espérais Islanders. À que un tu moment dises. donné, j'étais en train de manger dans... Écoute, il me faisait des hot dogs de 7-Eleven, là, ça coûtait son nom. Puis là, je suis en train de manger, puis il y a 2 gros rats qui passent direct en avant de moi. Mais, si je peux renchérir là-dessus, le Nassau Coliseum, moi, je suis allé une fois, puis je pense que c'était la dernière saison où il était justement à cet édifice-là. Ils sont revenus un peu après, là, mais officiellement. Puis, justement, quand ils parlent des hot dogs, là, c'était pareil comme dans les Simpsons avec le Quickie Mart. Ouais, c'est ça. Les hot dogs Tourne la machine. C'est pas... Là, tu vois ça, puis tu te dis, OK, j'ai-tu vraiment le goût? C'est mon Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, c'est mon souper. Là, j'ai vraiment faim, j'ai comme pas le choix. Fait que tu reviens la fois d'après avec des barcliffs plein ton sac. C'est ça, j'ai vraiment 2 fois. Les boys, c'est parce que vous autres, là, vous n'avez pas d'expérience à Long Island pour y avoir été une couple de fois. Il fallait que vous soupiez au sports bar de l'hôtel qui est à côté de l'aréna. C'est là qu'il fallait Avant, nous autres, toi, t'étais en vacances quand tu y allais. Wow. C'est pas parce que je travaillais pour le club que je travaillais pas. Des fois, je travaillais plus tard que vous, puis vous savez, les boys. C'était en vacances. Hey, mais c'est drôle parce que Hugo me parle de ça, puis je me rappelle de ma visite à Long Island, justement, puis ce soir-là, il y avait un combat de Jean-Pascal. Puis on s'est rassemblés, quelques journalistes, puis on a regardé le combat. Puis je me souviens que tu étais là, justement, on était ensemble. Il y avait Richard Labbé aussi, si je ne me souviens pas. Puis, si je me souviens bien, je veux dire. Puis, Hugo était dans l'avion avec le Canadien, puis il voulait avoir des nouvelles. Lui, il avait le Wi-Fi. J'étais dans l'avion, je m'en allais vers Fort Lauderdale. Exact. Puis, moi puis Hugo, on a partagé souvent des combats de Jean-Pascal qu'on appelle gentiment Johnny P. Puis, on a souvent suivi sa carrière, donc on s'écrivait à ce moment-là. Donc, c'est full circle. Long Island, Hugo, Marc-André, that's it. All around the world. Hey, puis ça, anecdote rapide parce que vous connaissez Mélic, là. Oui. Qui était caméraman dans ce temps-là. La première fois qu'il arrive pour le travail, parce qu'il cherchait un caméraman, fait que là, moi, je vends à Mélic gros comme le bras. C'est un gars hyper compétent, tu sais. Puis sa première entrevue à vie, c'était avec Mike Bossy. Fait que là, les boss sont tout contents, puis il dit « J'ai oublié de mettre le son. » J'avais oublié d'ouvrir le micro. Non, mais attends, j'ai une meilleure histoire que ça quasiment. Là. À mes débuts, là, justement, première entrevue que je faisais, c'était avec Brian McCabe. Il jouait pour les Panthers dans le temps, puis je faisais une entrevue à propos d'Al Gill. Fait que j'avais mon petit recorder, là, je la tenais de même, puis l'entrevue va super bien. Puis à la fin, quand j'ai fini l'entrevue, je veux switcher mon entrevue, le recorder dans l'autre main pour comme serrer la main, dire thank you. Là, mais en switchant, mon recorder tombe à terre. Les batteries sortent. Tout dépasse. Tout ça s'est effacé. J'étais comme c'est ma première entrevue que j'allais faire. Fait que là, on était au Centre Bell, justement. Je cours à mon bureau. Je tape le plus que je me souviens, comme des minutes, parce que j'étais comme oh my god, man. Finalement, j'avais plus de mémoire que je pensais, parce que sinon, on oublie ça. Mais tu sais, Pat et Marc-André, ça a dû vous arriver aussi de ce que j'appelle chier les topos. Tu t'enregistres quelque chose, t'es fier de ton affaire, puis finalement, tu te rends compte le son est trop fort, pas assez fort, t'as un deadline à arriver, t'es comme. Ça vous est déjà arrivé? Dans le temps que j'étais VJ là, à Timmins, là, moi, ça veut dire que je faisais la caméra aussi, puis le nombre de fois que, mettons, je pesais sur record, mais dans le fond, j'avais déjà pesé, fait que c'est comme si j'arrêtais la caméra, là, je filmais. Là, après ça, je repesais, mais je sais pas si j'étais comme. La vidéo durait 2 secondes, la vidéo durait 2 secondes. C'est ça, fait que je filmais des pieds, puis là, quand je me plaçais pour l'entrevue, ben là, j'arrêtais la caméra. Mais sinon, là, j'ai la chance depuis d'avoir des monteurs, fait que. Ça m'est arrivé, moi aussi. Je me souviens, le bilan de la première année du Rocket, puis on avait commencé à travailler justement avec des iPhones, puis on était dans le vestiaire, puis des fois, c'était nous qui filmions les entrevues. Puis c'était le nouveau iPhone, puis j'avais besoin de fermer la fenêtre pour, après ça, comme la réouvrir parce que l'application ne fonctionnait pas. Puis j'arrivais pas parce que c'était comme le nouveau iPhone, puis je savais pas c'était quoi le move à faire avec les doigts. Là, j'étais comme, mais voyons, ça veut pas fermer, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Là, je me battais avec le téléphone, puis là, le coach commençait à faire son bilan, puis j'étais sans connaissance. Je me disais, ben voyons donc, je suis vraiment niaiseux à ce point-là. Je vais manquer le bilan de saison pour un iPhone. Finalement, il a fallu, ben oui. Puis moi, j'étais comme le journaliste qui était là, mais qui devait filmer en même temps. Puis là, j'étais comme un peu dépassé. Puis
finalement, on avait demandé à des collègues, puis ils nous avaient prêté les images. Là, donc, oui, ça a été. Toi, t'es un gars super, Pat, t'es un gars super à son affaire, super professionnel. Fait que j'imagine ton niveau de. C'est assez frustrant. Là. Ouais, non, c'est ça, ça panique un peu dans ce temps-là. Tu sais, t'es là, puis là, t'as l'impression que tu sers à rien d'une certaine façon. Là, mais c'est ça. Justement, là, tu parles, vous vous entraidez, mais moi, je veux savoir, y a-t-il vraiment eu déjà des chicanes ou de la bisbille entre réseaux, que ce soit au niveau réseau francophone, puis peut-être même au niveau des réseaux anglophones versus francophones? On a déjà vu des journalistes péter des coches après des réseaux anglophones. Là. Ça arrive des fois. Là. Mais je sais qu'il y a déjà eu dans le temps des histoires là, dans le vestiaire, ça se pogne. C'est parce que. Ouais, je vais laisser Pat le raconter. Ça se pogne dans le vestiaire? Non, mais tu sais, c'est parce que. Ah oui, OK. C'est là que tu vas aller. Ouais. Tu peux parler du bord de terrain de l'Impact, c'est ça? Ah oui, OK. Non. Ouais, c'est bien ça. Écoute, c'est une situation qui est arrivée à un moment donné où on était sur le bord du terrain. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que, un peu comme dit Marc-André, tu veux faire les choses de la bonne façon. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on a un joueur qui se présente. Puis souvent, on se place autour, puis il y a des gens qui sont là pour la radio, il y a des gens qui sont là pour la TV. Puis on se place autour, puis à un moment donné, c'est comme si vous, là, en ce moment, vous me regardez, puis vous voulez écouter ce que j'ai à dire, mais là, il y a quelqu'un qui est ici, puis il y a quelqu'un qui est ici. Puis là, ces deux personnes-là sont dans l'image, puis ils écoutent ce que l'autre dit avec un micro ici. Mais là, s'ils se mettent là, on les voit plus. Mais s'ils se mettent là, on les voit. Là, à un moment donné, moi, j'essayais d'expliquer en disant, si vous faites juste tourner les pieds, on ne vous verra pas. C'est juste parce qu'à un moment donné, c'est à tous les jours, je fais l'Impact, puis à tous les jours, il y a du monde dans l'image, puis j'aimerais ça qu'on voit Nacho Piatti, puis qu'on ne voit pas toi ou qu'on ne voit pas toi. Avec ton gros micro. Il y a eu des moments où, à un moment donné, je le dis, puis là, mais là, c'est quoi tu veux que je fasse? Là? Tu veux que je me mette où? Mais là, écoute, je te demande juste de respecter ça. Regarde, si tu veux pas le faire, c'est correct. Regarde, si tu veux qu'on te voit à l'image, ça me dérange pas non plus. Peu importe. Mais bref, il y a eu quelques moments de tension comme ça, là, mais des fois, il peut y avoir des petits dérapages. C'est ça peut arriver parce que il y en a qui connaissent pas vraiment. À Montréal, moi, pour avoir travaillé à Ottawa aussi, là, avec les sénateurs, c'était l'enfer. Puis, il y en a qui viennent se mettre direct devant toi. Puis mais à Montréal, on a vraiment, avec le Canadien, je sais pas. Tiens serré, j'imagine, avec le Canadien. C'est super respectueux. C'est comme, le nombre de fois, là, bon, est-ce que tout le monde a sa shot, tout le monde est prêt? Tu ne vois pas ça à ben des places. Ça, tu racontes ça. Oui, excuse, je t'ai coupé. Tu racontes ça, Marc-André, puis au niveau du hockey, on s'entraide, une belle collaboration. Mais moi, j'ai couvert la F1 pendant plusieurs années, puis là, malheureusement, ça a été annulé l'année passée. On ne sait pas trop pour cette année. Ça, là, c'est une autre ligue. Là, on est ailleurs complètement. Pourquoi? Parce que ça vient de tous les pays, puis c'est différent. Puis ce qui arrive, c'est que nous, exemple, là, moi, Marc-André, Luc G, Chantal, on est tout le temps là. C'est notre beat. Donc, on est les diffuseurs de l'équipe. On est là. Quand on débarque au Grand Prix, nous, on a beau être diffuseur du Grand Prix du Canada, mais on arrive avec des journalistes qui suivent tous les Grands Prix. Puis moi, j'en suis un dans l'année. Ouais. Je les regarde les autres, mais quand je suis sur le terrain, c'est pour un seul Grand Prix. Donc là, quand j'arrive là, il y a des journalistes italiens, japonais, allemands, anglais. Puis eux autres, ils ont un contact avec les pilotes, puis moi, j'ai pas nécessairement le même contact. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils nous disent, bon, mais à 3h15, il va y avoir Sébastien Vettel qui parle dans son enclos. Fait que là, nous, on arrive à 3h05, on est prêt, on est les premiers qui sont là, la caméra est prête, on attend. Mais là, lui, quand il arrive, là, finalement, hey, buddy! Une minute avant qu'il arrive, tout le monde arrive, puis là, tout le monde est autour. Puis là, finalement, ce qui arrive, c'est que lui, évidemment, il arrive, il va aller voir qui? Il va aller voir les Allemands en premier. Donc là, il parle aux Allemands. Bon, OK, c'est correct. Là, de toute façon, il parle allemand. Mais là, nous, on est en plein milieu. Là, lui, il est à gauche, il parle aux Allemands. Après ça, il s'en va à droite, puis il parle aux Anglais. Puis là, on est pris dans le milieu.
Finalement, je suis obligé de mettre ma perche pour essayer d'avoir quelque chose. Mon caméraman est obligé d'essayer de pousser, puis il n'y a personne qui s'aide. Là, il n'y a personne, il n'y a pas un caméraman qui va faire comme « Ah oui, vas-y. » Non. La différence, c'est que tu ne te revois pas la semaine prochaine, comparativement au hockey, où c'est la même bulle qui te suit. Puis pour eux, ils sont à leur place, puis toi, tu es comme le gars qui ne connaissent pas, puis qui n'a pas d'affaires là, dans le fond. Le nombre de fois, Pat, mettons, parce que je disais, on s'assure au début que tout le monde a sa shot, mais mettons, pendant une série, là, si t'es pas là au début, après ça se referme. Puis, le nombre de fois que j'ai ramassé le micro à Chantal ou qu'elle a ramassé mon micro parce que j'étais pogné en arrière dans le tas. Juste pour te donner une idée, là, mais nos boss seront peut-être pas contents si je dis ça, mais c'est ça. La réalité. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une belle grosse famille, votre affaire. C'est pas le même. Là, on a deux personnes de deux réseaux différents, mais qui couvrent les mêmes genres de sports. Donc, on se rend compte qu'au Québec, la fraternité entre journalistes sportifs est là. Tout le monde s'entend bien, puis c'est comme je vous disais tantôt, j'étais allé au mariage à Luc, je joue au hockey avec au golf avec Chantal. Au hockey avec Chantal, oui. Chaumont, le France, c'est tout. On est tous des amis, mais ça me fait penser. Premier match de Russell Martin avec les Yankees. Moi, je travaillais à Ottawa dans ce temps-là, puis je me fais flyer à New York. Puis moi, c'est pas compliqué. Là, je me fous de Jeter, Posada. Moi, je veux Russell Martin. Puis là, j'étais un peu sur le deadline. J'attends à côté de son stall. Évidemment, c'est lui qui prend le plus de temps à sortir de la douche. Il sort, et là, l'armée, tu sais, aux Canadiens, on pense qu'il y a des journalistes. Là. L'armée au Yankee Stadium. Puis là, moi, je veux dire, je suis pressé, je suis sur mon deadline. Fait que Russell Martin y arrive, je pose la première question en français. Et là, tu as un genre de silence lourd. Là, tous les journalistes, pour vrai, ils doivent en avoir comme 35. Là, ils me regardent. Ils regardent Russell Martin. Puis là, il dit sorry, guys. I'm French, so I'm going to answer in French. As-tu vraiment posé une question en français en premier au lieu de poser une question en anglais? Les deux premières questions en français. Puis là, tout le monde trouvait ça bien drôle. Mais là, moi, après ça, il faut que je sorte du scrum. Là. Fait que, j'avais rampé en dessous. Toi, puis, en tout cas. mais ça, des fois, tu as saisi l'opportunité aussi parce que ça arrive fréquemment. Ce que je disais, les scrums, quand on est tous autour, ben il y a tout le temps une petite période de flottement au début. Le gars arrive, puis là... C'est commencé, c'est pas commencé. Là, il y a comme un stare down qui va poser la première question. Là, tout le monde est comme, on commence-tu? Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben là, puis donc, je vais poser la première question. Puis là, ben, si c'est en français puis que c'est supposé être en anglais, ben, c'est pas grave. Regarde, il n'y a personne qui a posé. Moi, je vais la poser. Mais je nommais Martin McGuire parce que pour vrai, c'est le spécialiste de tout. Je le respecte tellement parce que quand il y a un genre de silence ou un malaise, il embarque. Lui, il dit, ah ouais. Avec son anglais super cassé, puis il s'en fout, tu sais. Moi, je me souviens que ça m'est arrivé à Chicago. Je suis allé couvrir la Winter Classic. C'était Chicago contre Détroit à Chicago au Wrigley Field. Puis à ce moment-là, il y avait Jonathan Toews, qui est tout le temps tellement généreux puis tellement sympathique. Puis on est dans une conférence de presse. Puis là, je suis pas sûr si je vais l'avoir après, en entrevue. Puis là, il y a Jonathan Toews, Patrick Kane puis Duncan Keith. Puis il y a juste moi, comme journaliste francophone, qui est là. Puis je me dis, ben si j'ai la chance d'avoir Jonathan Toews en français, je vais lui poser une question. Fait que là, après 2-3 questions, à un moment donné, je vois qu'il n'y a personne qui lève la main. Mais là, moi, je lève la main. Puis je pose ma question en français à Jonathan Toews. Là, il y a comme une couple de regards qui se retournent et qui sont comme, mais là... il est en train de répondre en français, tu sais, puis... Finalement, après ça, il est débarqué, puis là, il voulait me parler encore, puis il est tellement gentil, là, ce gars-là, c'est incroyable. C'est un des meilleurs que j'ai vu, pour vrai. Ma première coupe, ma deuxième, c'est 2016, Tampa contre Chicago. Puis, je sais pas trop la ligue, qu'est-ce qu'il y avait, le PR de la ligue, il était en tout cas sur quelque chose. C'est bien. Puis là, comme toutes les questions sont finies en anglais, puis là, je pose une question à Thèse en français. Puis là, le PR dit non, c'est fini. Puis là, Thèse, non, il dit, c'est la première question en français, je vais prendre le temps de répondre au monde en français. Tu sais, c'est cool, ça. Vraiment, oui. Avez-vous développé avec le temps? Il s'appelle Jonathan, hein? Appelez-les pas Jonathan. Non, c'est Jonathan. Oui. Il te reprend si tu l'appelles Jonathan. C'est vraiment... Avez-vous développé des relations avec des joueurs comme ça, justement, ou avec des anciens, des présents, ou avec des coachs, avec du personnel avec qui vous entretenez encore des relations en dehors du travail, peut-être, ou juste des petits Instagram like une fois de temps en temps? Ou... Pas moi. Moi, je fais une coupure très importante. Là, tu sais,
Non, c'est pas. Évidemment, il y a des joueurs avec qui on s'entend mieux. Moi, quand Nicolas Deslauriers était là, il était vraiment bon pour moi. Puis on peut prendre le temps de jaser, mais moi, je fais une coupure très stricte puis très nette. Là, je sais pas toi. Non, mais pas à l'extérieur du travail. Mais il y a des moments où tu sens un lien se développer sur le terrain. Exemple, moi, personnellement, un peu moins avec le hockey, mais avec l'Impact, j'ai couvert souvent, je voyageais avec l'équipe, donc j'étais plus proche aussi. Puis je me souviens que Didier Drogba était vu négativement par bien du monde. Puis moi, le courant passait quand même assez bien. Il y avait comme une espèce de respect qui s'était installé. Puis des fois, c'était plus difficile des fois d'avoir des entrevues. Puis c'est arrivé quelques fois où j'y ai demandé directement. Puis il m'a dit « Oh, il n'y a pas de problème. » Puis Laurent Simon, c'était un peu comme ça aussi, à l'époque où avant qu'il revienne, là, maintenant comme entraîneur adjoint. Mais bref, c'est... Quand tu es proche de l'action, Patrice Bernier ou quoi que ce soit, dans des moments qui sont tellement importants pour eux, on dirait qu'ils sont prêts à t'en donner. Puis, pour le hockey, c'est un peu ça aussi. Puis, je veux dire, un gars comme Philippe Danault est tellement généreux. C'est un go-to guy. Si tu as besoin de trouver quelqu'un dans le vestiaire, que tu le sais, qu'il va te donner quelque chose, c'est même le genre de gars que il va s'en aller pour sortir du vestiaire, mais il va se retourner pour s'assurer « Hey, as-tu besoin de quelque chose? » Il est vraiment comme ça, puis il y en a quelques-uns avec les Canadiens, des gars comme ça. Mais... Pajot, je l'ai connu dans le temps qu'il était avec les Olympiques. Je connais super bien son père, sa mère. Fait que c'est sûr que quand il a signé son contrat, mettons, j'ai texté pour le féliciter. Deslauriers, quand il s'est battu contre lui, j'ai texté pour le traiter de cave. Benoît Groux, ça va arriver une fois de temps en temps que je vais le texter, mais c'est vraiment... c'est pas... je peux pas dire que c'est un lien d'amitié. Mais c'est important aussi, c'est important dans la position qu'on est de garder cette distance-là. Je veux dire, on peut se respecter, on peut avoir du fun quand on se croise, mais de se voir à l'extérieur ou d'entretenir des liens à l'extérieur, c'est plus touché parce que, évidemment, on a une job à faire et on doit rester professionnel quand même. Ouais, mais Pat, tu sais aussi à quel point c'est désagréable. C'est rare, là, mais il y en a, tu vois, qui veulent être chum. Là, c'est mal. Ouais. Non, exact. Il faut que tu gardes une certaine ligne parce qu'en même temps, si tu commences à vouloir, à un moment donné, si je donne un exemple, si Jonathan Drouin connaît des mauvais matchs, ben, on va le dire, on va en parler. Puis si tu es chum avec le gars, ben, tu vas peut-être commencer à en parler un peu moins négativement. Puis ça peut teinter ton jugement d'une certaine façon. Donc, c'est important quand même de garder cette distance-là. T'as bien dit si Drouin connaît des mauvais matchs. Ben, j'aurais peut-être pas dû prendre Drouin parce que là, le feu, on en parle beaucoup. Ouais, c'est attends, le podcast, les gens vont regarder ça dans peut-être 2 mois, vont faire comme il est malade, il est en feu. Ça, c'est si la saison de hockey est finie. Parce que là, je regarde en ce moment, là, à l'heure où on se parle, nous, on a enregistré le podcast, on est à la mi-avril. Les Canucks ont repris l'action ce soir avec un match qui avait été arrêté pendant 3 semaines. Pensez-vous sincèrement qu'on va être en mesure de finir la saison de hockey actuel? Moi, je pense pas qu'il va jouer. Je pense pas que toutes les équipes vont jouer 56 matchs, dont les Canucks. Je vois pas comment c'est possible, mais la Ligue est déterminée, encore une fois, à ce qu'il y ait une Coupe Stanley qui soit levée puis qu'on reprenne la normale la saison prochaine. Puis c'est ça qu'on souhaite tous. Mais tu sais, écoute, je pense pas que les gens... Imaginez-vous à quel point ça coûte de l'argent à la Ligue de ne pas avoir de spectateurs. Je veux dire, c'est faramineux, là, tu sais. Il faut juste passer à autre chose. Là. Il y a les contrats de télé à respecter. Mais ça pour dire que le but est encore 56 matchs. Je doute, notamment pour les Canucks, qu'il y ait une Coupe Stanley et que l'année prochaine, ça soit un mauvais souvenir. Tu sais. On le souhaite. Et d'ici là, hein, espérons que. À date, il y a, au niveau dans la Ligue canadienne, il y a les Canucks qui ont été affectés. Est-ce que tu sais, si les équipes. Là, on parle d'une équipe qui ne fait pas les séries en ce moment, mettons les Canucks, là, qui sont clairement éliminés, mais si ça arrivait demain matin à Toronto, puis Toronto est obligé d'arrêter 3 semaines, puis qu'ils arrivent, puis qu'ils ont juste 45 games, tout le monde en a 56. C'est quoi le plan de la Ligue là-dedans? Vous le connaissez sûrement plus. Dès le début, nous autres, on avait été avertis, attendez-vous à tout. C'est pas arrivé, mais moi, je parlais avec un gars de la Ligue, puis il m'avait dit, ça se peut même, là, que, mettons, à soir, j'étais à Edmonton, puis qu'ils me disent demain matin, ben finalement, tu t'en vas à Calgary, le Canadien va jouer contre les Flames. C'est pas arrivé, je doute que ça arrive, mais c'était juste pour donner un exemple à quel point tous les scénarios étaient possibles.
Le pourcentage de victoire, moi, je me fie beaucoup plus à ça parce qu'on ne sait jamais. C'est le pourcentage qui est encore la méthode retenue dans l'éventualité où toutes les équipes n'ont pas disputé le même nombre de matchs. C'est ça, mais là, après, en tout cas. Ils n'auront peut-être pas le choix à un moment donné. Là. Ça tient tellement à un fil. Quand on a vu les Canucks au début, on ne pensait pas qu'il allait avoir 23 cas. Ça a explosé tellement vite. Au début, c'était 2 joueurs. Puis là, finalement, oups. Puis on a vu que l'Avalanche, ça a été le cas aussi avec un cas ou 2. Ça peut basculer rapidement. Du côté du Canadien, on le sait, là, il y a eu Kotkaniemi et Armia qui ont été placés sur la liste. Mm-hmm. Mais on ne sait jamais si ça va s'arrêter là ou si ça va débouler sur plus de cas. Puis si ça déboule sur plus de cas, est-ce que ça affecte une équipe? Est-ce que ça en affecte 2? Puis là, est-ce qu'ils sont dans la même division? Puis ça peut vraiment aller vraiment vite, honnêtement. Les Canucks, là, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce qui s'est passé. Il y a plein d'affaires weird. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est un gars qui est allé au resto, là, je veux dire. C'est un gars qui n'a pas respecté les règles. Les règles établies par... Tu sais, c'est ça. Mais là, après ça, ce gars-là, il est revenu le lendemain. Puis, en tout cas, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce qui s'est passé avec lui. Mais toi, c'est quoi tes règles sur la route, Marc-André? Parce que tu es dans cette espèce de bulle-là, qui n'est pas une bulle hermétique comme les séries l'année passée. Vous avez quand même certains règlements à suivre. C'est quoi les règlements des joueurs? C'est quoi les règlements des journalistes quand on est dans cette bulle-là? Les joueurs, là, c'est pas compliqué. Tu restes dans la bulle. Tu restes dans ta chambre. Tu peux pas aller au resto. Tu peux pas aller faire... Tu peux aller marcher. Tu sais, mettons, à Winnipeg, je voyais Dano avec Kulak, mettons, qui sortait. Il y a un genre de parc en avant, à côté d'une église, puis il restait à 2 mètres. Mais sinon, tu vas au rond, tu te fais tester à chaque matin, tu reviens, puis c'est dans ta chambre d'hôtel, take out. Tu peux pas... eux autres, c'est quand même très, très strict. Bon, malheureusement, on voit il y en a qui le respectent pas toujours. 2, il y en a, tu sais, comme Paul Byron, il y a des enfants, il y a une femme, ses enfants... C'est ça, cette bulle-là n'est pas hermétique. C'est pas une bulle hermétique, sauf qu'ils sont testés à chaque jour. Dans notre cas, moi, j'ai pas de règles vraiment établies, sauf que, on s'entend, je veux dire, je suis plus intelligent que quand j'avais 20 ans, 25 ans, je veux dire, je porte mon masque à l'aéroport, dans l'avion, je m'en viens ici. Tu suis les mesures sanitaires en place, puis c'est pas mal ça. Puis tu vois, au Manitoba, ça nous prend une lettre de l'équipe, comme quoi on a le droit, parce que sinon, il faudrait qu'on soit en quarantaine 2 semaines. Okay. À Toronto, tu peux pas rentrer dans l'aréna le soir si tu ne fais pas passer le Q-tip dans le nez. Mais pour vrai, je suis le seul à voyager, fait que souvent, là, les PR sont comme surpris de me voir arriver, puis ils disent OK, il y a quelqu'un qui voyage. Puis là, ils sont OK, va-t'en là. Puis la première fois que je suis arrivé à Vancouver, puis pour vrai, c'est vraiment pas pour taper sa tête de l'équipe, parce que je suis arrivé là, premier match de l'année, ils savent pas. Ils disent tu peux passer là, puis là, je me retrouve dans le corridor des joueurs. Vous n'êtes pas supposé être là pantoute, là? Je vais voir le gars de sécurité, je dis man, appelle qui tu veux, moi je sais que j'ai pas d'affaires là. Fait que tu sais, il y a eu un genre de work in progress. D'adaptation, puis de... C'est ça, fait que... Mais pour vrai, la Ligue fait vraiment, vraiment bien les choses, là. C'est incroyable qu'on ait une saison de hockey en ce moment, ça n'a aucune logique, là. Pat, première ronde, ça va être Canadien, du moins ça s'enligne pour être Canadien Maple Leafs. Crois-tu aux chances du Canadien en série cette année avec ce que tu as vu jusqu'à date? Là, on a des ups, des downs, puis beaucoup de downs, puis des ups. Ouais. Oui, on n'est pas capable d'en coller plus que 2 en ligne. Puis... Mais moi, pour vrai, Toronto, c'est... on parle d'Edmonton qui est dangereux offensivement, mais pour moi, Toronto, c'est comme différent. Matthews, Marner, Tavares, puis pour moi, ces joueurs-là sont tellement dangereux en attaque. S'il fallait qu'ils affrontent Toronto, je ne suis pas certain, parce que ce qui arrive, c'est que le Canadien est tellement inconstant que ça se peut que ce soit une équipe qui va arriver aux séries, puis là, tout à coup, tout va se mettre à cliquer, parce qu'en début de saison, ça cliquait. Ouais. Là, j'ai l'impression que dernièrement, dès qu'il y a une équipe qui met de la pression dans leur zone, on devient nerveux, on ne sait pas quoi faire, on essaie Puis il y a même des moments où on voit des exemples flagrants où le gars a du temps, puis finalement, il ne s'attendait pas à avoir autant de temps, puis il panique un peu, puis fait une passe sans trop penser à ce qu'il fait. Honnêtement, c'est inquiétant un peu la tendance actuellement, sauf que je me dis qu'il y a du talent quand même dans cette équipe-là. T'sais, dans les dernières années, on n'avait pas des marqueurs naturels comme on en a là. Je me dis, à un moment donné, ça va débloquer, mais c'est pas rassurant en ce moment. Il ne faut pas oublier une chose avec Toronto. Là. Ils viennent d'ajouter Nick Foligno. Là. Je veux dire, c'est un capitaine.
puis ça va être ton gars de 3-4e trio, tu sais. Mhm. En série, tu sais, pour vrai, en série, moi, j'ai pas tant peur. Ben, je le dis vite, là, mais tu sais, Matthews, Marner, quand ça brasse, là, c'est pas eux qui vont se mettre nécessairement le nez dans le trafic. Non, c'est En vrai. arrière, là, t'as Wayne Simmons, t'as Thornton, t'as Spezza, puis t'as Nick Foligno, ça commence à être de la sauce. Là. Fait que, À Montréal, la sauce, là, on a. Ouais, c'est ça. non, mais je continue de penser que le Canadien, sur papier, est le club le mieux balancé. Ouais. Mais tu sais, là, ce qui se passe en ce moment, c'est comme je disais cette semaine à Gic, là, je dis, Marc Bergevin, là, il peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Là. Je veux dire, bon, tu vas me dire, va chercher un Austin Matthews. Il n'y en a pas. Ouais, mais... Ce qu'il pouvait faire, il a tout fait. Il a tout coché les cases. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que... En tout cas, je ne suis pas négatif de nature, mais pour vrai, là, wake up. Là. Les boys, le sauveur s'en vient. Là. Cole Caulfield va venir nous sauver jusqu'à... oui. On a eu beaucoup de sauveurs les dernières années. Hein? J'aime ton optimisme. Oui. Sa force, c'est pour ça qu'il est dans le podcast, d'ailleurs, tu remarqueras. C'est son sourire contagieux. La force tranquille. Oui, parce que côté sport, Hugo, tout ce qu'il sait faire, c'est se blesser. On se souviendra de son accident de ski il y a 2 podcasts. Puis là, il nous arrive dans un autre podcast cette semaine avec un genou magané parce que monsieur est allé faire du vélo. Je pense qu'on peut pas. C'est quoi ta prochaine blessure, Hugo? Ça ne sera pas utiliser un clipper. Moi, je sais comment utiliser ça, un clipper à barbe, en fait. Ouais. Maintenant, il y a 2 minutes cette semaine. Et puis, l'accident de parcours. Hey, mais les boys, c'était super le fun de vous jaser. Je sais pas ce que Ouais, ben déjà, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. C'est le fun. Écoute, je savais, on pourrait faire 2 heures encore facile. Hugo, tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi, je veux. Parce que, tu sais, on finit toujours avec merci, c'était le fun de vous voir. Mais là, je veux changer un peu les choses aujourd'hui. C'est de l'estimade, on est Non, c'est ça. Parce que, tu sais. Attends, t'es-tu en train de me dire que tu vas te venger pour les 20 dernières années contre moi? Ouais, un peu ça, mais. Je vais te mettre sur le spot d'une manière que je sais que tu es capable de faire ça. Parce que, tu sais, les boys, des fois, les journalistes, habituellement, tu sais, ça va sur la route, puis ça chante au karaoké. Mais c'est parce que Pat, moi, je le connais depuis très longtemps. Puis Pat est excellent dans le Elvis. Oui, il a chanté justement au mariage d'un autre chum il y a bien des années. J'ai chanté au mariage de Luc Gélina aussi. Chanté au mariage de Luc Gélina. Fait que j'aimerais ça que tu nous laisses, Pat, ça. Un petit peu d'Elvis pour finir à soir. Tu sais, bien finir à soir. Ah oui, ok, tu veux vraiment aller là? Ah oui. It's 1 for the money, 2 for the show. Try to get ready now, go cat go and don't you. Tu vas pouvoir venir faire un show au pile. Ah oui, anytime. Avec Marc-André, tu joues de la bass, hein, c'est ça? Non, moi, c'est du ukulélé. Du ukulélé? Tu traînes-tu avec toi? Tu nous amener ton ukulélé? Sur la route. Eh oui! Nice! J'adore. Je prépare mon Elvis. Je suis jaloux parce que moi, quand j'étais en confinement à Edmonton pour le championnat junior, là, justement, je me disais j'aurais dû m'amener un instrument de musique pour jouer de ça pendant 3 semaines parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. C'est ça. Confinement. C'est mon ami. C'est ça. Ben les boys, écoutez, je vais vous dire un gros merci de la part de Chin, de Chap, de Fontana, d'avoir pris le temps de jaser ce matin, ce soir. Plutôt, on aurait pu. C'était temporel, c'est un podcast. Oui. mais on aurait pu faire 2 heures facile. Puis la job que vous faites est super le fun, tu sais. Puis c'est le fun d'avoir un point de vue, une perspective différente un peu de nous assis devant nos TV à vous regarder, de rentrer un peu dans votre monde, dans votre vie, dans votre beat. C'est super palpitant, super captivant. Puis on aurait pu faire, comme je dis, 2-3 heures facile. On le fera autour d'une bière la prochaine fois, pas autour d'un pichet vert, Marc-André, promis. T'as compris, on ne fait pas ça. Mais quand vous voulez, les boys, le pile vous accueille avec plaisir. Merci de l'invitation, c'était vraiment le fun. Puis merci à tout le monde qui écoute. Merci les gars, super sympathique. Beau moment, merci. Ça donne soif. Au prochain épisode. Salut. Les